En 1999, aux États-Unis, une disparition mystérieuse s'est produite, qui continue à intriguer les esprits des gens jusqu'à ce jour. Une fillette de 11 ans est restée seule pendant 90 secondes et a littéralement disparu. Des années plus tard, la police trouvera un billet de banque sur lequel est écrit « Je suis vivante » au nom de la fille. Dans cette vidéo, nous avons rassemblé toutes les informations disponibles sur ce qui est arrivé à Michael Biggs. Mes amis, avant de commencer à regarder, je voudrais vous demander de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Vous nous apporterez ainsi une immense aide dans le développement de la chaîne afin que nous puissions créer plus de contenu de qualité pour vous. Le 2 janvier 1999, dans la ville américaine de Mesa, dans l'État de l'Arizona, deux sœurs, Michael, 11 ans, et Kimber, 9 ans, se promenaient près de chez elles. C'était une soirée fraîche. Il commençait à peine à faire sombre dehors. Malgré le cœur de l'hiver, l'Arizona est un État chaud du sud, donc Michael a pris son vélo et roulait à côté de sa sœur. À un moment donné, les filles ont cru entendre le bruit d'une camionnette de crème glacée qui s'approchait. Des haut-parleurs ont été installés sur elle, diffusant de la musique pour informer les enfants de l'approche de leur friandise préférée. La fille est rentrée précipitamment chez elle pour demander à sa mère de la monnaie pour la crème glacée, puis est revenue dans la rue. Cependant, il n'y avait nulle part de camionnette de crème glacée, et les filles ont commencé à attendre. À un moment donné, Kimber a commencé à avoir froid. Elle a dit à sa sœur qu'elle allait courir à la maison chercher sa veste et qu'elle reviendrait. Quand elle est revenue, Michael n'était plus là. Son vélo était par terre, sa roue tournait encore. À côté, 2 pièces de monnaie que la fille avait préparées pour acheter de la crème glacée gisaient. Kimber est rentrée chez elle et a dit à sa mère que Michael avait disparu. Ni elle ni sa mère n'avaient encore envisagé même l'idée que quelque chose puisse arriver à la fille. La mère a pensé que Michael était peut-être allé chez les voisins avec qui la famille entretenait des relations amicales. Cependant, les filles n'étaient pas là, et la mère a compris. Quelque chose de terrible aurait pu arriver à sa fille. Immédiatement après cela, elle a contacté la police. Il convient de noter que la réaction de la police a été très rapide. Déjà après 30 minutes, un hélicoptère était en l'air. Les forces de l'ordre ont arrêté tous les véhicules suspects et ont inspecté les maisons environnantes. Ce jour-là, les volontaires de l'école des filles distribuaient et affichaient des tracts avec sa photo. Plus tard, ces photos apparaîtront dans les vitrines des magasins et sur les panneaux publicitaires le long des routes dans tout l'Arizona. La police a fouillé les poubelles et inspecté des centaines de maisons. L'affaire a été confiée aux détectives Bush Gates et Jerry Gessel. Les policiers ont interrogé chaque vendeur de crème glacée dans l'État et n'ont pas pu établir qu'au moins l'un d'entre eux était dans la région au moment de la disparition de la fille. Les détectives ont reconstitué la chronologie des événements et sont parvenus à une conclusion terrifiante. La fille a disparu en seulement 90 secondes. C'est précisément le temps pendant lequel Kimber était absente. La roue tournante sur le vélo confirmait le fait que l'enlèvement s'était produit très rapidement. Les chiens de recherche, auxquels l'enquête avait fait appel, ne pouvaient en aucun cas retrouver la trace de la fille. Et quand ils ont finalement pris une piste, ils n'ont fait que quelques pas vers la route. Le fait est qu'un chien ne prend la piste d'une personne que si celle-ci est partie à pied. Cela n'a fait que renforcer la version principale de la police. La fille a été mise dans une voiture et emmenée. Et tout cela en quelques secondes à peine. La situation était compliquée par l'absence totale de témoins. Malgré le fait que les filles jouaient dans une rue remplie de maisons, aucun voisin ne les a vues ce soir-là. Plus tard, des informations ont émergé selon lesquelles un homme avait tenté d'enlever 2 filles directement de l'école. À l'époque, les enfants avaient 10 et 11 ans. La police a vérifié les informations pour voir si elles étaient liées à la disparition de Michael, qui avait justement 11 ans, mais l'enlèvement s'est avéré être une tentative ratée. Les preuves devenaient de plus en plus rares. C'est pourquoi la police a commencé à explorer les théories standards. En cas de disparition d'un enfant, les parents et autres membres de la famille sont toujours vérifiés. Étant donné que la mère de Michael était à la maison au moment de l'enlèvement, les enquêteurs se sont tournés vers le père de la fille, Darian Biggs. Dès le départ, personne ne croyait vraiment en son implication. Pourquoi le père enlèverait-il sa propre fille, surtout de cette manière? Au milieu de la rue, en un court laps de temps, alors que son autre fille courait à la maison. Cependant, il s'est rapidement avéré que l'homme avait menti sur son alibi. Lors du premier interrogatoire, il avait déclaré qu'au moment de l'enlèvement de Michael, il était au travail. Et cela s'est avéré être faux. En réalité, il passait du temps avec sa maîtresse. Et cela devient encore plus intéressant.
L'homme a échoué au test du détecteur de mensonges. Sa femme a admis qu'elle était au courant des infidélités. Darian lui-même lui en avait parlé un mois avant l'incident. Le couple envisageait le divorce. Malgré un faux alibi, la police a fini par cesser de considérer le père comme un suspect. Même en cas de divorce, sa femme n'avait pas l'intention de lui interdire de voir les enfants. Il n'avait tout simplement pas de motif. De plus, les détectives ont admis que les résultats du détecteur de mensonges auraient pu être influencés par l'état émotionnel du père, dont la fille venait d'être enlevée. Il est possible qu'il ait même ressenti une part de culpabilité et ait pensé que s'il était à la maison avec sa famille, la tragédie aurait pu être évitée. Les détectives ont également retracé les déplacements de Darian ce soir-là et ont établi qu'il n'aurait tout simplement pas eu le temps de cacher le corps. L'homme est rapidement rentré chez lui après que sa femme lui ait téléphoné pour lui annoncer la disparition de leur fille. Le détective Hessel a plus tard déclaré que Mikkel, très probablement, ne connaissait pas son ravisseur. Si c'était son père, elle n'aurait pas abandonné son vélo et sa monnaie par terre. La fille a tenté de s'enfuir de l'inconnu, mais elle n'a tout simplement pas réussi. Au cours de l'enquête, la police a régulièrement rencontré des pistes qui ne menaient nulle part. Un homme anonyme a appelé les détectives et leur a dit que le corps de Mikkel se trouvait sur le site d'une usine abandonnée aux environs de la ville. La police a ratissé la zone, mais n'a rien trouvé. Plus tard, ils ont reçu un email dans lequel un certain anonyme affirmait avoir enlevé la fille. Le FBI a rapidement retracé l'adresse IP de l'expéditeur et a envoyé une équipe d'élite à son domicile à Phoenix. Il s'est avéré que l'expéditeur était un garçon de 12 ans qui avait simplement décidé de faire une blague. Pendant ce temps, la police était dans l'impasse, commençant même à explorer les théories les plus farfelues. Ils ont fouillé 35 mines d'or abandonnées dans le comté, puis ont même interrogé près de 500 médiums qui prétendaient pouvoir aider dans l'enquête. Bien sûr, cela n'a rien donné. Un témoin est apparu, ayant vu un SUV de couleur cuivre peu de temps avant l'enlèvement de Mikkel. Le conducteur a été rapidement retrouvé, et il s'est avéré être innocent. Après cela, la police avait désespéré de retrouver la fille, car littéralement aucune piste ne leur restait. Cela a continué jusqu'au 27 septembre 1999, lorsque le calme du comté a été secoué par un autre événement choquant. Une femme vivant à proximité des Biggs est rentrée chez elle et est entrée dans sa cuisine, où elle a vu un homme d'âge moyen avec son pantalon ouvert. Il n'a pas dit un mot, mais a attaqué la femme, l'étranglant et la soumettant à des violences. Ensuite, le criminel a mis le feu à la maison et est parti. Apparemment, l'agresseur a supposé que sa victime était morte, mais la femme a survécu. Sa nuque était cassée, mais elle a réussi à atteindre le téléphone et a appelé une ambulance. Sur le chemin de l'hôpital, elle a chuchoté au médecin avec ses dernières forces « Mikkel Biggs, la fille qui a disparu. Il l'a prise. Vous devez la sauver. » La ville entière s'est de nouveau mobilisée. Les événements se sont précipités rapidement. La police a pris en charge l'affaire et a arrêté l'agresseur. Il s'est avéré être Dee Balak. Cet homme était un alcoolique bien connu dans la région, vivant avec sa femme et ses 3 enfants, réparant des voitures accidentées et perturbant parfois l'ordre public. Sa maison était à seulement 2 pâtés de maison des Biggs. Dee a été l'un des premiers à se porter volontaire pour aider à la recherche de Mikkel et a volontiers laissé la police fouiller sa maison, mais pas la caravane dans la cour arrière. Pour perquisitionner la caravane, il a demandé un mandat. Vous conviendrez que ce comportement est extrêmement étrange. Un homme à la réputation douteuse se propose d'aider à retrouver la fille disparue, laisse la police inspecter sa maison sans poser de questions, et soudainement leur interdit d'inspecter la caravane. Depuis lors, Balak est devenu le principal suspect. Malgré le fait que sa femme lui ait fourni un alibi au moment de l'enlèvement de Mikkel, personne ne croyait en son récit. Il est probable qu'elle avait simplement peur de son mari. Les détectives ont fouillé le passé de Balak et ont découvert qu'il avait été condamné 3 fois pour violence et agression sexuelle, ainsi que pour l'enlèvement de mineurs. Il est sorti de prison en 1995 et à l'époque, aucun voisin n'avait la moindre idée de ce monstre qui habitait à proximité. Plusieurs fois par semaine, Mikkel se rendait chez un voisin pour des cours privés de piano qui habitait de l'autre côté de la rue de la maison de Balak. Cela suggérait que l'homme pouvait connaître la fille bien avant sa disparition. Après l'arrestation de Balak pour l'agression contre la femme, la police est retournée chez lui pour une perquisition et prévoyait d'examiner la caravane à laquelle il ne les avait pas laissés accéder auparavant, mais ils ont été déçus. La caravane avait disparu sans laisser de traces. Pour les parents de Mikkel, cela a été un coup dur. Ils étaient convaincus que leur fille était là, vivante ou non. Mais elle avait disparu,
et la police n'avait pas réussi à retrouver son emplacement. Pour l'agression contre la femme le 27 septembre 1999, Balak a été condamné à 15,5 ans de prison. Il a catégoriquement nié toute implication dans la disparition de Michele. Rien d'étonnant ici. Pour l'agression contre la voisine et les atrocités qu'il lui a infligées, 15 ans de prison pourrait être considéré comme une peine légère aux États-Unis. En revanche, un aveu d'enlèvement d'une fille de 11 ans aurait pu le conduire directement sur la chaise électrique. Les parents ne pouvaient pas se résoudre au fait que leur seul espoir de vérité s'était envolé. Les parents ont écrit une lettre à Balak directement en prison, lui posant la question principale. Est-il impliqué dans la disparition de Michele? Personne n'espérait obtenir des aveux, mais la réponse du criminel a pris les parents par surprise. Il a répondu que la discussion était trop personnelle et a proposé aux parents de le visiter en prison. À ce moment-là, les parents ont de nouveau nourri l'espoir que Balak avouerait. Mais ils ont été gravement déçus. Assis en face du criminel, le père lui a demandé s'il avait quelque chose à voir avec la disparition de sa fille. Balak a simplement répondu que non. La conversation a continué dans cette veine pendant encore quelques minutes, puis le criminel s'est simplement levé et est parti sous escorte. Tout semblait indiquer qu'il se moquait simplement des parents, leur donnant de faux espoirs pour mieux les détruire en les regardant dans les yeux. Pour un sadique comme Balak, la souffrance des autres peut apporter un plaisir inégalé. Apparemment, c'est pour cela qu'il a organisé cette rencontre avec les parents éplorés. Après cela, le père de Michele a admis être convaincu de la culpabilité de Balak. Il a déclaré « J'étais assis à quelques mètres du gars qui a tué ma fille, et je ne pouvais rien y faire. » À ce stade, même les plus résilients ont perdu tout espoir de résoudre l'affaire. Tout le monde pensait qu'il n'y aurait jamais de nouveaux indices. Des années plus tard, ils comprendront qu'ils avaient tort, mais c'est une autre histoire. Pour le 5e anniversaire de la disparition de Michele, les parents ont enterré un cercueil vide, disant définitivement adieu à leur fille. Pendant ce temps, leur mariage a échoué. Ils ont déménagé et ont évité les contacts avec les journalistes. Jusqu'en 2018, cette affaire est restée sans suite. La police n'avait tout simplement rien sur quoi travailler. Mais soudain, un événement inattendu est survenu, secouant toute l'Amérique. Le 14 mars 2018, un billet d'$1 est arrivé accidentellement au poste de police de la ville de Neenah, dans l'État du Wisconsin. Sur le billet, il était écrit d'une écriture maladroite. « Je m'appelle Michele Biggs, enlevée de Mesa. Je suis vivante. » Le billet a été découvert par un habitant local qui collectait des pièces de monnaie et des billets d'$1 dans une tirelire. Il est tombé entre les mains de cet habitant, qui a ensuite signalé sa découverte à la police. La police a immédiatement relancé l'enquête. La mère de Michele est arrivée de près de 2000 miles pour examiner l'écriture et déterminer si ce message avait vraiment été écrit par sa fille. Les autres membres de la famille sont également venus au poste de police, mais ils ont tous fait une déclaration peu réconfortante. L'écriture ne ressemble pas du tout à celle de Michele et le nom est mal orthographié. La mère a supposé que le billet pourrait être le résultat d'une farce très maladroite de quelqu'un. Les autres membres de la famille ont également soutenu cette version. Cependant, la police a tenté de retracer le parcours du billet de banque. Malheureusement, cela s'est avéré pratiquement impossible. Les billets de banque changent de main tellement de fois qu'il était pratiquement impossible de retrouver l'auteur de cette inscription. Les experts qui ont examiné le billet ont supposé que l'écriture était celle d'un homme adulte essayant d'imiter celle d'un enfant. Malgré tout, ce message sur un billet de banque semble extrêmement suspect. Oui, il est tout à fait possible que ce soit un canular de quelqu'un. Les chances que la police ou les proches reconnaissent ce billet sont minces. Il aurait pu circuler pendant des années entre différentes personnes ou même se retrouver dans une réserve bancaire sans que personne n'y prête attention. Le fait qu'il soit tombé entre les mains d'une personne attentionnée qui l'a signalé à la police relève plus du miracle que de la certitude. En ce qui concerne l'écriture, on ne peut exclure la version la plus évidente. Michele aurait pu écrire rapidement, craignant d'être attrapée. De plus, elle a disparu 9 ans avant que le billet n'apparaisse. Si l'on suppose que quelqu'un la retenait en captivité, lui aurait-il donné la possibilité d'écrire quelque chose pendant ce temps? En 9 ans sans pratique, l'écriture peut changer au point de devenir méconnaissable. Il y a une autre question à laquelle personne ne sait répondre. Depuis combien de temps cette inscription a-t-elle été faite? Le billet aurait pu être en circulation pendant des années, ou il aurait pu apparaître peu de temps avant sa découverte. Il est à noter que Balak devait être libéré de prison en 2017.
Peut-être est-ce une mauvaise plaisanterie de sa part. Il suffit de se rappeler comment il tourmentait les malheureux parents en leur donnant de faux espoirs. Il est possible que nous ne connaissions jamais les réponses à toutes ces questions, ou que cette affaire secoue à nouveau le monde avec des détails inattendus. Kimber, qui a vu sa sœur aînée pour la dernière fois avant son enlèvement, n'arrive toujours pas à oublier cette terrible soirée de janvier. Pendant longtemps, elle s'est blâmée d'être rentrée chez elle chercher sa veste, mais maintenant, elle réalise qu'elle aurait été impuissante contre un kidnappeur adulte. Kimber élève son petit-fils, à qui elle raconte constamment l'histoire de sa tante Mikel. Elle la considère comme un ange qui veille sur lui. Tout comme sa famille, elle est convaincue que Mikel a été enlevé par Balak, mais sans preuve, il sera impossible de le prouver, à moins que le criminel lui-même ne décide de se confesser, infligeant ainsi un autre coup à la famille déjà touchée par la disparition de la fille.